Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale du balado L'État du monde. C'est le premier grand entrevue que je fais. Vous l'avez remarqué, Jocelyn est toujours en vacances. Pour combler le vide, j'ai décidé d'organiser des grandes entrevues avec des gens qui ont œuvré au niveau là, des relations internationales. Pour cette première grande entrevue, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bergeron, qui a été, je vais vous faire brièvement sa biographie, puis vous allez comprendre pourquoi je l'ai invité comme premier invité. C'est il a été député à la Chambre des communes entre 1993 et 2005, avant de faire le saut au provincial à l'Assemblée nationale entre 2005 et 2018, là où il a occupé notamment les fonctions de ministre de la Sécurité publique, avant de revenir à Ottawa pour un dernier mandat entre 2019 et 2025, là où il a occupé le poste de porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères. C'est la raison pour laquelle je l'ai invité aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment là une vaste expérience politique, évidemment, mais aussi des coulisses. Comment la politique étrangère canadienne a été façonnée au cours des 30 dernières années. Donc, il a été membre de comités parlementaires, il a pu interagir avec les différents ministres des Affaires étrangères du Canada pendant cette période-là. J'ai jugé bon de l'inviter qu'il vienne discuter de ces questions-là avec nous pour votre bénéfice personnel. Écoutez, Monsieur Bergeron, bonjour et bienvenue à notre balado, à moi et Jocelyn, même s'il est absent aujourd'hui, à l'État du monde. Mais bonjour, très heureux d'être des vôtres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoutez, sans plus attendre, je voulais vous poser différentes questions. Donc, profiter de votre expérience politique pour en savoir un petit peu plus sur l'évolution de la politique étrangère du Canada et puis ce qui se dessine à l'horizon au cours des prochaines années, parce que je pense que tout le monde s'entend pour dire que le paradigme de la fin de la guerre froide, qui a débuté en 1991, est en train de se refermer. En tout cas, ce paradigme-là est en période de crise en ce moment. Et puis, on ne sait pas vers quel nouveau paradigme ça va nous amener, mais je pense que vous avez des bonnes intuitions sur ce qui risque de se dessiner dans un avenir plus ou moins rapproché. Écoutez, je vais lancer la première question. Vous qui avez siégé à Ottawa pendant une très grande partie des 30 dernières années, notamment dès 1993, qui coïncidait plus ou moins avec la fin de la guerre froide et ce que je disais, le début de ce nouveau paradigme-là, j'aimerais que vous nous parliez des différentes étapes de la politique étrangère canadienne. Je pense qu'on peut tous convenir que la fin de la guerre froide a été pour le Canada un moment extrêmement difficile pour sa politique étrangère, dans la mesure où la guerre froide avait permis au Canada de se positionner comme acteur central du monde des relations internationales, malgré son statut de petite puissance ou de petite moyenne puissance. Donc, ça a été fait notamment par le biais des casques bleus. Mais c'est ça, le problème, c'est que la fin du monde bipolaire de la guerre froide semble avoir entraîné une forme de crise existentielle pour le Canada, qui a pu être en mesure de s'affirmer à l'échelle internationale, comme ça avait pu être le cas depuis les années 50 et 60. J'aimerais que peut-être vous abordiez avec nous, depuis les 30 dernières années, quelles ont été les différentes tentatives de repositionnement stratégique du Canada entre 1991 et aujourd'hui, 2025? Vous avez bien fait de souligner effectivement que je dirais que le contexte de la guerre froide qui est né de la Seconde Guerre mondiale a favorisé euh, le Canada en tant qu'acteur sur la scène internationale. Le Canada a été vu comme, pour utiliser le terme anglais, un honest broker par beaucoup d'intervenants internationaux, que ce soit des intervenants à l'Est, des intervenants évidemment à l'Ouest, mais même des intervenants au niveau du tiers-monde. Le Canada n'avait pas ce passé colonial qui, je dirais, discréditait un certain nombre de puissances occidentales.
Et donc jouait un rôle sur le plan international beaucoup plus important que son réel poids sur le plan politique, économique, militaire. Et ça a été le cas durant toute la guerre froide. Et tout cela a pris fin subitement en 1991, comme vous l'avez souligné, et 90, 91. Et lorsque je suis arrivé à la Chambre des communes en 1993, le Canada était en processus de révision de sa politique étrangère et a constitué une espèce de comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre, dont j'ai fait partie pour réviser sa politique étrangère. Il y avait, on était en pleine période d'introspection, de questionnement, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que le monde s'en va dans un premier temps et où est-ce que s'en va la politique étrangère dans un deuxième temps. Et donc, on a tenté d'esquisser un certain nombre de lignes directrices, dont certaines ont été reprises par le gouvernement, d'autres, vous n'en serez pas surprises, ont tout simplement été tablettées. C'est pas vraiment une surprise, disais-je. Et donc, le Canada a, dès 1993, changé un élément essentiel de sa politique, euh, c'est-à-dire de mettre le commerce devant les préoccupations touchant les droits de la personne. Et on pensait qu'avec la chute du communisme, l'ouverture progressive de la République populaire de Chine, on allait faire en sorte que le commerce allait être florissant entre les puissances occidentales, le Canada qui est une puissance commerçante, qui n'a absolument pas le choix d'exporter. Donc, pour le Canada, l'idée d'avoir des marchés à l'Est, que ce soit dans euh, les anciens pays communistes ou l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, devrais-je dire, et la République populaire de Chine, c'était des perspectives qui étaient extrêmement alléchantes pour le Canada. Donc, on s'est jeté à corps perdu, je dirais, dans cette tendance commerciale, commercialiste, si je puis dire, en minimisant peut-être des pans traditionnels de la politique étrangère, notamment axés sur les droits de la personne. Euh, on, on, Ça devient difficile d'essayer de convaincre un partenaire potentiel sur le plan commercial du fait qu'on est un, un, je dirais, un partenaire intéressant si on commence à lui faire la leçon. Donc, on a cessé, je dirais, formellement de faire la leçon à tout le monde à compter de la fin début, fin des années 90. Et à travers ça, on a cherché, alors qu'on avait réussi à s'imposer, comme vous l'avez souligné, par, je dirais, une entité que sont les casques bleus, et il fallait donc voir de quelle façon on pouvait se repositionner. On a donc travaillé sur plusieurs axes, dont un était la lutte contre les mines antipersonnelles, qui a été mise de l'avant par le ministre Lloyd Axworthy. Et tout cela s'est prolongé jusqu'à ce qu'on finisse par réaliser, et ça plus récemment, que euh, les anciennes plusieurs des anciens pays communistes n'étaient pas des démocraties libérales au sens où on l'entendait et conséquemment, avec tout le phénomène de la désinformation dont le Canada se croyait à tort préservé, il y a une remise en question présentement de ce que doit être la politique étrangère, parce que très clairement, il y a un certain nombre de puissances à travers le monde qui cherchent à remettre en question l'hégémonie américaine, l'ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait en sorte que le Canada, qui a perdu de sa superbe sur la scène internationale au cours des années 2000, est à se demander quel est son avenir sur la scène internationale,
au-delà de la volonté de continuer à étendre sa capacité de commercer avec de très nombreux acteurs. Le Canada est probablement l'un des pays dans le monde qui a négocié et réalisé le plus grand nombre de traités de libre-échange sur la planète. Et donc, je pense qu'il y a une nouvelle crise existentielle euh, quant à l'avenir des relations internationales du Canada qui se dessine présentement dans la foulée de non seulement la fin de la guerre froide, mais cette espèce de redéfinition de l'ordre international qui est en train de se produire sous nos yeux. Mhm. Euh, donc, l'objectif de faire du commerce avec les anciens pays du bloc soviétique et la Chine en particulier, parce que je ne sais plus combien de teams, de voyages de Team Canada Jean Chrétien a organisé avec des gens d'affaires vers la Chine. Je pense que pendant ces 3 mandats, je pense que c'est presque plus d'une vingtaine. Il y avait au moins 2 voyages par année. Je ne sais pas si à quelques reprises vous avez fait partie de ces voyages-là, parce que je sais souvent que les députés de l'opposition sont souvent invités lors de ces voyages-là. C'était peut-être pas vous ou peut-être d'autres députés au sein du Bloc québécois. Donc, si c'est le cas, si vous pouvez nous dire à quoi ça ressemblait exactement les genres d'échanges que les politiciens canadiens avaient avec des gens d'affaires chinois. Est-ce que réellement la question des droits de la personne était vraiment carrément, complètement évacuée des discussions? Parce qu'il y avait quand même des journalistes canadiens qui étaient sur place, qui, j'imagine, eux, se permettait de poser des questions au premier ministre et aux représentants chinois. Donc, première question, puis la deuxième question, c'est est-ce que vraiment l'objectif de ces voyages-là, est-ce que ça visait uniquement des considérations mercantiles ou est-ce qu'il n'y avait pas aussi, peut-être indirectement, une stratégie politique? Parce qu'on sait que la thèse de la démocratie libérale, c'est que par l'extension du commerce, par l'extension du libre-échange, on va en venir à créer une classe moyenne. Et inévitablement, cette classe moyenne-là va vouloir obtenir, comme étant la suite normale des choses, obtenir des droits politiques, ce qui va inévitablement entraîner l'émergence d'une démocratie libérale. On se rend compte maintenant qu'il n'y a pas nécessairement cette corrélation-là entre libre-échange et émergence de la démocratie libérale, parce que ce qu'on voit en Chine, en Russie, puis dans plein d'autres pays, il est en train d'avoir l'émergence de ce qu'on appelle un capitalisme autoritaire. Donc, ce sont des pays qui sont, oui, ouverts sur le monde. Donc, la Chine a fait partie de l'Organisation mondiale du commerce, mais leur capitalisme n'a pas été entièrement libre, comme ça a été le cas chez nous, aux États-Unis. C'est une forme de capitalisme qui a été captée par l'État, où l'État s'arrangeait pour tirer les ficelles, créer des monopoles pour ensuite refinancer une partie de l'économie grâce au profit des grandes compagnies qui étaient intégrées dans les marchés internationaux. Donc, je ne sais pas si vous pourriez peut-être nous éclairer sur ces deux aspects-là. Vous avez tout à fait raison. C'était le discours dominant, prédominant à Ottawa dans la foulée de la chute des régimes communistes un peu partout dans le monde euh, et la fin de la guerre froide. Euh, la thèse était, ça ne sert à rien, on l'a bien vu, de faire la leçon au monde entier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commercer euh, et ça, c'était un intérêt purement égoïste de la part du Canada de vouloir étendre ses marchés d'exportation. Donc, on va commercer et en commerçant, on va faire en sorte que on va améliorer le niveau de vie dans les pays, les anciens pays communistes et ce faisant, on va créer des besoins dans cette nouvelle classe moyenne, besoin en termes de consommation, bien sûr, en élevant le niveau de vie, mais besoin en termes de liberté individuelle. Et donc, tout naturellement, il va y avoir un mouvement vers une plus grande démocratie et tout le monde y sera beau, tout le monde y sera gentil. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et ça a provoqué une prise de conscience euh, avant même, je dirais, le phénomène de la désinformation. Le choc a été brutal pour le Canada lorsque un pays
avec lequel il avait été l'un des premiers à ouvrir ses portes. La République populaire de Chine a décidé, dans la foulée de l'affaire Meng Wanzhou, Mhm. euh, d'arrêter les deux Michael Kovrig, Michael Spurrier. Euh, et donc, ça a été un choc pour le Canada de réaliser que le fait d'avoir entretenu d'excellentes relations avec un pays comme la République populaire de Chine, d'avoir tout l'héritage de Norman Bethune, le fait que le premier ministre Pierre Elliott Trudeau avait été l'un des premiers à vouloir ouvrir avec la République populaire de Chine, le fait que pendant des famines, le Canada avait fourni du blé en grande quantité. Alors tout ça avait été oublié comme Ça, par enchantement ça comptait et pour à beaucoup. cause d'un conflit dans lequel on s'est retrouvé un peu coincé entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Plutôt que s'en prendre aux États-Unis, la République populaire de Chine s'en est pris au Canada. Et ça a été un choc qui a permis de réaliser que tout ce discours, toute cette théorie selon laquelle le fait de commercer allait nous amener à davantage de liberté avait été un mirage. Mirage qui a été, je pense, accentué par la COVID, où on a réalisé par ailleurs que nos chaînes d'approvisionnement étaient devenues extrêmement dépendantes à l'égard de pays comme la République populaire de Chine, et que dans une situation où c'est le sauve qui peut, la République populaire de Chine va favoriser ses propres intérêts avant d'honorer ses engagements sur le plan de la production pour les pays étrangers. Et donc, le Canada a dû se poser un certain nombre de questions. Et je dirais que ça a commencé à peu près à ce moment-là, cette nouvelle remise en question de cette grande stratégie qui a commencé à être déployée au début, milieu des années 90, puis qui a pris de l'ampleur à la fin, puis au début fin des années 90, début des années 2000, selon laquelle il fallait effectivement commercer le plus possible. Et à travers ça, pour revenir à votre première question, on a organisé ces missions d'équipe Canada qui étaient des espèces de grands-messes par lesquelles on amenait toute une délégation d'hommes et de femmes politiques, bien sûr, mais surtout d'hommes et de femmes d'affaires, dans le but éventuellement d'essayer de conclure des ententes commerciales. Et il y a eu très souvent des ententes commerciales qui ont été conclues dans la foulée de ces missions, mais ce qu'on ne réalisait pas encore à l'époque, c'est que les règles qui définissait le commerce dans un certain nombre de pays, comme la Russie ou la République populaire de Chine, n'étaient pas celles avec lesquelles, d'abord sur le plan culturel, d'une part, mais aussi les règles établies, les règles étatiques établies par les gouvernements n'étaient pas tout à fait celles auxquelles nos hommes et nos femmes d'affaires sont habitués. Et donc, ça a été une période d'adaptation qui a été à la fois fructueuse, mais également très laborieuse. D'accord. Puis ben, vous avez siégé à Québec, vous avez été ministre au sein du gouvernement québécois. Très rapidement, est-ce que ça a aussi été la stratégie du gouvernement du Québec d'adopter une politique internationale davantage orientée vers le mercantilisme, les échanges, que vers la promotion d'idéaux ou de valeurs? Parce que bon, le Québec a beaucoup de maisons du Québec à l'étranger. Aux États-Unis, il y en a presque au moins une bonne dizaine, au moins, mais dans des villes internationales où se fait beaucoup de commerce, donc à Boston, Dallas, Los Angeles. Donc, moi, l'impression que j'ai, puis on a déjà reçu des hauts fonctionnaires qui ont travaillé auprès du ministère des Relations internationales à Québec qui semblaient nous dire que oui, ça avait été les orientations du gouvernement du Québec aussi depuis les 30 dernières années d'utiliser ces relations internationales presque uniquement que pour faire du commerce ou en tout cas de favoriser les échanges avec les entreprises québécoises, peut-être à l'exception de la délégation générale du Québec à Paris qui, elle, a des liens beaucoup plus linguistiques, culturels avec la France et le reste de la francophonie. Mais pour les autres grandes délégations à l'étranger, est-ce que vous partagez cet avis-là? Je dirais oui. Euh,
C'est-à-dire que les missions du Québec à l'étranger ont toujours eu une vocation commerciale. Mais tout dépendant des différents gouvernements qui se sont succédés à Québec, le volet politique a eu, je dirais, plus ou moins d'importance au fil du temps. Et par exemple, sous les gouvernements du Parti québécois, je dirais d'une façon générale, parce que c'est quand même sous un gouvernement du Parti québécois que le réseau a connu ses premières coupes drastiques, donc fermeture d'un grand nombre de délégations à l'étranger sous le gouvernement de Lucien Bouchard. On a eu une deuxième période de coupe drastique sous le gouvernement de Philippe Couillard. Il y avait même été question, évidemment, éventuellement d'éliminer le ministère des Relations internationales et d'en faire simplement un secrétariat, ce contre quoi mon ex-collègue Christine Saint-Pierre s'était vigoureusement opposée. Et Dieu merci, on avait réussi à maintenir le ministère des Relations internationales, mais d'une façon générale, sous les gouvernements du Parti québécois, on a eu tendance à euh, accorder davantage d'importance au volet politique des missions à l'étranger. Vous avez fait état, bien sûr, de la délégation générale du Québec à Paris, qui a un statut diplomatique en France. Donc, le délégué général du Québec à Paris est considéré comme un ambassadeur, au même titre que les ambassadeurs de pays souverains. Mais le Québec a quand même des relations privilégiées avec un certain nombre d'autres États à travers le monde. Je pense notamment à la Bavière, où on a une entente de collaboration qui date de près de 30 ans avec la Bavière et qui a bien sûr un volet économique, la Bavière étant l'un des plus importants Länder allemands sur le plan économique, mais a aussi un volet très important sur le plan politique. La Bavière étant en Allemagne aussi, je dirais, le land le Le plus plus distinct. autonomiste, si Oui. je puis dire, de la République fédérale d'Allemagne. Et donc, au fil du temps, on a comme ça réussi à entretenir de relations politiques très importantes un peu partout à travers le monde. Mais depuis l'élection du gouvernement de la CAQ, là, on a pris un virage qui était carrément mercantile. On a mis un peu de côté tout le volet politique dans à peu près toutes les missions à travers le monde, mis à part peut-être, comme vous l'avez souligné, la délégation générale à Paris pour concentrer les efforts sur une volonté d'accroître les échanges commerciaux. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a toujours eu un volet aussi important dans l'émission du Québec à l'étranger sur le plan culturel. Parce que pour le Québec, euh, la présence internationale, sa présence internationale est absolument essentielle pour maintenir une vitrine ouverte sur le monde, notamment sur le plan culturel. Le Québec est, en vertu de la Constitution canadienne, autorisé à signer des ententes internationales, même avec des États souverains, dans les champs de juridiction qui sont les siens, comme l'éducation, bien sûr, la santé, mais également les services sociaux, la culture, la langue, et ainsi de suite. Et donc, le Québec a joué un rôle parfois très important, notamment sur la question de la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle par l'UNESCO. Le Québec a été un fer de lance avec Louise Baudouin, par exemple, sur l'adoption de cette politique par l'UNESCO il y a de cela un certain temps. Et l'UNESCO tente présentement, euh, lorsque les États-Unis collaborent, tente présentement de mettre à jour cette politique par rapport à l'apparition d'Internet et donc de contenus qui n'étaient pas couverts par le précédent accord international. Donc, le Québec a joué un rôle très important à ce chapitre et c'est entre autres grâce à sa présence internationale, grâce à l'importance qu'il accorde aussi aux questions culturelles dans ses missions à l'étranger. Et donc, effectivement, tout ça a été un peu mis en sourdine sous le gouvernement de la CAQ,
tout en réalisant bien sûr que l'industrie culturelle au Québec représente des milliers d'emplois et des millions de dollars de revenus. Mais et c'est dans cette perspective-là davantage que travaille le gouvernement de la CAQ dans ses relations internationales. OK. Donc, pour en revenir au Canada, donc vous diriez que vraiment la plus grande des orientations depuis 30 ans a été ce virage un peu mercantile qui a débuté avec Jean Chrétien dans les années 90 et qui aura perduré jusqu'à finalement est-ce qu'on peut dire la prise en otage des deux Michael par les autorités chinoises, à tout le moins leur arrestation. Je vous Puis, dirais même qu'elle a commencé bien avant, puis qu'elle se poursuit. On voit Mark Carney jouer les commis voyageurs un peu partout à travers le monde pour tenter de diversifier l'économie canadienne pour échapper à sa trop grande dépendance à l'égard de l'économie américaine. Ça, c'est quelque chose qui s'était vu, par exemple, sous le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, une première tentative de troisième voie. Il y a eu une deuxième tentative sous notable sous Jean Chrétien, une autre sous Stephen Harper. Puis on a vu sous Justin Trudeau avec la politique, euh, la stratégie Indo-Pacifique, une volonté de diversifier de nouveau les marchés d'exportation du Canada. On le disait tout à l'heure, le Canada est par définition une nation commerçante parce que notre marché intérieur n'est pas suffisamment important pour nous permettre d'écouler toute notre production, si bien que près de 50 de ce qu'on produit est exporté et près de 80 de ce qui est exporté aux États-Unis. Donc, il y a une très grande dépendance. Et lorsqu'on se retrouve avec un chef d'État comme Donald Trump, qui se présente comme quelqu'un de beaucoup plus protectionniste que ses prédécesseurs, le Canada se retrouve dans une position de faiblesse et on a toujours voulu tenter de diminuer cette dépendance du Canada à l'égard du marché américain depuis au moins les années 70 et avec des résultats plus ou moins, je dirais, heureux. Mais c'est assez curieux parce que le commerce du Canada avec l'ensemble du monde a cru de façon très importante depuis les dernières décennies, mais le commerce avec les États-Unis a cru de façon tout à fait correspondante. Si bien que même si notre commerce avec le reste du monde a connu d'importantes croissances, dis-je, notre dépendance, c'est à peu près 80 de nos exportations qui vont aux États-Unis. Cette espèce de ratio s'est toujours maintenu, si bien qu'on n'a jamais réussi à sortir de cette dépendance et qu'on s'est retrouvé dans une situation, on s'est retrouvé, pour ainsi dire, les culottes baissées sous le gouvernement de Donald Trump. Et puis là, on essaie de nouveau de multiplier les démarches pour faire en sorte de conclure de nouveaux accords commerciaux euh, pour tenter d'échapper à cette dépendance commerciale à l'égard des États-Unis. Donc, on a vu ça un peu avant Jean Chrétien, on voit ça encore maintenant, mais on réalise qu'on est dans un paradigme qui est en train de changer et ça fait en sorte qu'on avance un peu à tâtons pour le moment du côté canadien à travers ce nouvel environnement nord-américain, bien sûr, mais ce nouvel environnement mondial qui est en train de se dessiner. il y a quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un discours de Chrystia Freeland à l'époque où elle était vice-première ministre. C'est un discours d'inauguration de l'année universitaire à l'université Northeastern. Ça doit remonter à 2022 ou 2023. Discours, à mon avis, extrêmement important, dont on n'a pas assez parlé, mais elle parlait justement de la nécessité de continuer à faire du commerce avec les autres pays d'à travers le monde, mais que le paradigme avait changé, peut-être en référence à ce qui s'était passé avec les deux Michael en Chine. Maintenant, ce qu'elle avançait, et aussi dans la dynamique de de la pandémie, ce qu'elle avançait comme thèse, c'est maintenant, le Canada ne doit tisser des accords commerciaux, ne doit faire des échanges qu'avec des démocraties libérales. Donc, c'est comme si la dimension mercantile de la politique étrangère canadienne s'était associée à une dimension idéologique ou politique. Et l'idée est évidemment on ne peut faire confiance à des sociétés illibérales
comme la Chine qui peut du jour au lendemain mettre un terme à des accords commerciaux, emprisonner des hommes ou des femmes d'affaires, par exemple. Donc, c'est la thèse qu'elle avançait il y a environ, tu sais, ça, 3 ou 4 ans environ. Puis c'est un discours qui est extrêmement intéressant. Je vais essayer de le retrouver. C'est dommage parce que comme elle n'est plus vice-première ministre, le discours a inévitablement disparu du site du vice-premier ministre canadien, mais je vais essayer de le retrouver parce que je pense que c'est un discours que les gens devraient lire. Donc, est-ce que vous avez senti lors de votre dernier mandat à Ottawa cette nouvelle dynamique-là, donc d'associer le libre-échange des accords commerciaux, mais uniquement avec des sociétés libérales? Est-ce que ça cadrait bien aussi avec la politique sur l'Indo-Pacifique? Est-ce qu'on peut considérer l'Inde comme une démocratie libérale fiable? Ou peut-être une société qui est assise entre deux chaises, qui essaie de faire le jeu tant de la Russie, de la Chine, mais aussi d'autres démocraties libérales. Je pense que ce que vous soulevez est extrêmement important. Il y a eu, je dirais, avec la pandémie, il y a eu une prise de conscience de la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. Et donc, il y avait une volonté de la part du gouvernement du Canada de se dire, puis même de la part de la plupart des démocraties occidentales, de se dire, on va faire affaire avec des partenaires commerciaux fiables. Donc, des partenaires commerciaux qui ne risquent pas de nous faire dans les mains de façon tout à fait inopinée. Et à cette époque, on considérait toujours les États-Unis comme un partenaire commercial fiable. Et donc, euh, cette volonté de ne travailler qu'avec des partenaires commerciaux fiables euh, n'a pas résisté à l'épreuve du temps, dans ce sens que avec l'arrivée, le retour au pouvoir de Donald Trump, avec l'imposition de tarifs, de mesures protectionnistes et les craintes que suscite la renégociation de la CEUM, on a bien réalisé qu'il fallait de nouveau jouer, comme je disais tout à l'heure, les commis voyageurs, si bien que la Chine, qui était devenue, pour ainsi dire, un partenaire commercial, j'essaie de retrouver les termes utilisés dans la stratégie Indo-Pacifique, mais on disait de la Chine qu'il fallait, au fond, faire affaire avec elle les yeux grands ouverts, c'est-à-dire travailler avec elle, mais en même temps s'en méfier. Et d'ailleurs, la politique du Canada, jusqu'à présent, s'en est tenue à cela avec une attitude extrêmement méfiante à l'égard de la République populaire de Chine, peu de voyages de parlementaires ou de ministres fédéraux en République populaire de Chine et vice-versa. Lorsque Stephen Guilbeault était allé en République populaire de Chine, ça a provoqué une levée de bouclier de gens qui se disaient, mais oui, mais vous allez de nouveau faire affaire avec la République populaire de Chine alors qu'ils ont emprisonné les deux Michael, comme si ça s'était jamais passé. Tout notre beau discours concernant le génocide des Ouïghours, c'est tout oublié. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, Guilbeault de rétorquer, non, non, je vais leur en parler. On n'a jamais eu de preuve qu'il en avait effectivement discuté. Euh, mais ce qui est important, c'est que la République populaire de Chine joue un rôle important dans la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en tant que ministre de l'Environnement, je me dois absolument d'aller en République populaire de Chine. Donc, chaque fois qu'il y avait des mouvements vers la République populaire de Chine, qui étaient très bien vus par les Canadiens jusqu'à la crise des deux Michael et qui, depuis, et surtout avec les histoires concernant la désinformation, l'ingérence étrangère, et plutôt mal vu par une majorité de Canadiens, il y avait une résistance. Or, une des premières choses qu'a fait Mark Carney dans la foulée de son élection, c'est de retourner en République populaire de Chine et de nouveau faire des ronds de jambes au gouvernement chinois pour tenter de nouveau d'ouvrir les marchés là-bas parce que la nécessité, paraît-il, est mère de l'invention. Et donc, on doit se réinventer malgré ce qu'on avait dit il n'y a pas si longtemps, parce que c'est rendu nécessaire compte tenu du voisin qu'on a présentement au sud et compte tenu de notre immense dépendance
dépendance à l'égard du marché américain. Et je disais tout à l'heure que curieusement, même si notre commerce avec le monde entier a cru de façon importante au cours des dernières décennies, notre commerce avec les États-Unis a cru de façon correspondante, si bien que le ratio est demeuré à peu près le même en termes de dépendance à l'égard du marché américain. Et ça, c'est tout simplement en raison du fait que, d'un point de vue géographique, d'un point de vue culturel, il a toujours été beaucoup plus simple pour les hommes et les femmes d'affaires au Québec, au Canada, de faire affaire avec le sud de la frontière, marché important, à proximité, pas besoin de se casser le bessic avec des référents culturels différents, avec des règles du commerce fondamentalement différentes. Donc, on commerce avec le Sud, c'est beaucoup plus facile. Le réveil pour nos gens d'affaires est extrêmement brutal Ouais. présentement. Et quand Mark Carney disait que les relations avec les États-Unis ne seront jamais plus les mêmes, je me demande si ça résistera à l'épreuve du temps, comme le discours de Chrystia Freeland, lorsqu'on se retrouvera de nouveau avec un président beaucoup plus conciliant à l'égard du Canada à la tête des États-Unis. Mhm. Ben, c'est ça, les gens ont tendance à oublier, mais la relation canado-américaine, ça a été plus de 200 ans de relations pacifiques. Parce que la dernière guerre qu'on a eue avec les États-Unis, c'est la guerre de 1812-1814. Mais depuis cette période-là, les relations ont toujours été très, très, très pacifiques, à l'exception peut-être du moment de la Confédération, où on dit que c'est les raids des Feniens, des Irlandais qui faisaient des raids vers le nord, vers les colonies britanniques, auraient été une des raisons pour lesquelles les colonies se sont unies pour s'unir sur le plan de la défense, pour être mieux en mesure de faire face à une éventuelle invasion américaine. Mais je veux dire, globalement, c'est 200 ans d'amitié qui a toujours été constante. Vous faisiez référence au tout début de l'entrevue, dans les années 90, du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Moi, je pense que j'ai l'impression, lorsqu'on pense aux grands ministres des Affaires étrangères dans l'histoire du Canada, ceux qu'on va garder en tête, évidemment Lester B. Pearson, qui a obtenu le prix Nobel de la paix, l'inventeur des casques bleus. Jocelyn Coulon dirait aussi dans les années 80 Joe Clark, qui a été pendant, je pense, tous les mandats de Brian Mulroney, a été son ministre des Affaires étrangères, donc a joué un rôle extrêmement important, par exemple, en ce qui a trait à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais moi, le troisième que je retiendrai, c'est Lloyd Axworthy, qui a quand même été ministre des Affaires étrangères pendant 4 ou 5 ans, ce qui, au cours des 30 dernières années, c'est relativement, je pense, un record de longévité, En euh, effet. à l'exception de Baird sous Stephen Harper, qui a été, je pense, ministre plus longtemps que Axworthy. Mais est-ce qu'il y a eu aussi dans les années 90, en matière, peut-être un autre élément de la réorganisation de la politique étrangère canadienne depuis 30 ans, cet élément de la sécurité humaine, ce qu'on a appelé la sécurité humaine, où le Canada a joué un rôle très important. Ça s'est métamorphosé par le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles, mais le Canada a aussi joué un rôle extrêmement important dans le développement du principe de la responsabilité de protéger, qui maintenant, en droit international, permet l'intervention de la communauté internationale dans les affaires d'un autre État si il y a des violations des droits de la personne dans l'État en question. Diriez-vous que ça a été peut-être un autre élément, peut-être qui n'a pas perduré très, très, très longtemps en comparaison avec la stratégie plus mercantile qu'on a évoquée, mais diriez-vous que c'est aussi un élément qu'on doit prendre en compte dans l'histoire des 30 dernières années de la politique étrangère canadienne? Ou absolument. Je pense que le Canada cherchait à se repositionner comme un État, malgré son alliance avec l'OTAN, malgré sa participation à l'OTAN, malgré sa participation à NORAD, a tenté de se repositionner pardon, sur la scène internationale comme un vecteur de paix. Et donc, c'est dans cette perspective que, je pense, Lloyd Axworthy a mené sa croisade en faveur du traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Euh, à travers ça, il y a eu bien sûr la mise de l'avant de cet enjeu par la princesse de Galles avant son décès tragique en 97.
Donc, c'était dans l'air du temps. Et peut-être y avait-il une volonté de la part de Lloyd Axworthy, là je lui prête peut-être des intentions d'être le nouveau Nobel de la paix Mhm. canadien, à l'instar de Lester B. Pearson avec les casques bleus. Mais toujours est-il que ça a été, je dirais, euh, une étape importante. De nombreux pays à travers le monde ont signé le traité d'Ottawa, mais on voit bien que lorsque survient un conflit, surtout entre puissances qui n'ont pas signé le traité d'Ottawa, euh, les bonnes intentions n'ont guère de prise sur la vie humaine, là où sont semés à tout vent des champs de mines Ouais. et qui continuent à faire des ravages un peu partout à travers le monde. Euh, je pense que je pense qu'on aurait été beaucoup plus crédible euh, avec le traité d'Ottawa si on avait déployé des efforts de déminage beaucoup plus importants dans les pays où la présence de mines antipersonnelles demeure endémique en raison de conflits antérieurs, même dans des pays qui sont aujourd'hui signataires du traité d'Ottawa. Euh, Puis évidemment, il y a eu, ça aboutit avec Paul Martin, cette responsabilité de protéger qui s'est imposée dans le droit international, euh, comme si le Canada tout d'un coup avait redécouvert les vertus des droits humains. Euh, mais on a le sentiment que c'était davantage dans le discours que dans les faits. Euh, Parce que si la responsabilité de protéger demeurait un vecteur important de la politique étrangère du Canada, nous aurions davantage plaidé pour une intervention, évidemment pas militaire, mais une intervention quelconque en République populaire de Chine pour protéger les Ouïghours que de recommencer à négocier avec le gouvernement de Xi Jinping pour tenter d'ouvrir les marchés. Mhm. D'accord. Dans un livre que j'ai coécrit avec Jocelyn, on revient sur les différents mandats en matière de relations internationales de chrétiens. Martin, qui n'a pas été au pouvoir suffisamment longtemps, mais surtout Harper et Trudeau. Euh, un élément qu'on a noté dans la politique étrangère de Stephen Harper, c'est qu'il y avait une dimension beaucoup plus politique qu'il pouvait y avoir à l'époque de Jean Chrétien. Donc, on se souviendra que Stephen Harper avait pris des positions très tranchées, par exemple en faveur d'Israël. Et la raison pour laquelle il avait fait ça, c'était Israël est la seule démocratie libérale du Proche-Orient, de la région. Donc, c'est notre devoir, notre responsabilité d'appuyer une co-démocratie libérale et de lutter contre l'autoritarisme, voire même le totalitarisme. C'était très présent dans son discours. Donc, c'est comme si à partir de l'époque Harper, vous avez dit, j'ai pris note de la citation, dans les années 90, le Canada avait refusé de faire la leçon au monde entier en matière de droits de la personne. Diriez-vous que à partir du moment des mandats de Stephen Harper, le Canada a recommencé à faire la leçon à d'autres pays en prenant des positions très fermes sur des questions politiques comme celle-là? Et qui s'est peut-être, ben ça c'est ma thèse aussi, vous la connaissez, qui s'est transposée par la suite entre 2015 et 2025 sous l'administration Trudeau dans la promotion de valeurs plus progressistes, qui aurait peut-être contribué à créer une forme d'aliénation du Canada par rapport à des sociétés qui sont traditionnellement plus conservatrices que la nôtre. Donc, est-ce que ces positionnements plus politiques, est-ce que c'est ce qui expliquerait peut-être les raisons pour lesquelles le Canada a échoué à deux reprises à se faire élire comme membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Mais je vous remercie de le rappeler, de le souligner, parce que c'est vraiment un élément sur lequel je souhaitais revenir. Je pense que la position de force du Canada sur la scène internationale a réussi à perdurer malgré la chute de l'Union soviétique pendant un certain nombre d'années. Et le Canada entretenait toujours l'illusion jusqu'aux années Harper qu'il était un joueur important sur la scène internationale. Je dis bien l'illusion parce que je pense que c'était de moins en moins vrai
au fur et à mesure que le temps s'écoulait. Mais je pense que le gouvernement Harper a été, je dirais, l'élément déclencheur de cette, j'appellerais ça, descente aux enfers de la politique étrangère canadienne, de par son positionnement, certes, extrêmement favorable à Israël, qui a aliéné une bonne partie de la communauté internationale, parce que ce soit justifié ou non, qu'on le veuille ou non, il y a une grande partie des pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, c'est-à-dire des pays du Sud, qui s'identifient dans la lutte des Palestiniens comme peuple, je dirais, euh, euh, exploité par une puissance, occupé par une puissance étrangère. Et donc, on le voit dans les différents votes des Nations Unies sur la question des colonies ou sur la question du mur où il y a toujours une grande partie de la communauté internationale qui se range du côté de la Palestine et on retrouve toujours une poignée de pays occidentaux, c'est de moins en moins vrai maintenant, qui se rangeaient du côté d'Israël. Et donc, cette position du Canada nous a, je pense, aliéné une partie de la communauté internationale. Ce qui n'a pas aidé non plus, c'est, je dirais, la perception de paria du Canada sur le plan de la lutte au changement climatique. Alors, il y avait des efforts qui étaient développés par la communauté internationale pour tenter de lutter contre les changements climatiques et le Canada s'est comporté de façon qui pouvait apparaître aux yeux des autres membres de la communauté internationale comme étant irresponsable. Et donc, ça nous a aussi placés dans une position, je dirais, de faiblesse sur la scène internationale, si bien que Justin Trudeau, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a déclaré de façon grandiloquente aux Nations Unies, Canada is back. Alors, on avait l'impression que le Canada s'était tout à fait disqualifié lui-même sous le gouvernement de Stephen Harper et que là, tout à coup, sous les Sunny Ways, le Canada était de retour sur la scène internationale, allait contribuer de nouveau à la hauteur de ce qu'il faisait d'habitude aux opérations de maintien de la paix, ce qui ne s'est jamais concrétisé. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que le Canada n'était pas davantage de retour sur la scène internationale, mais a adopté une approche qui était aux antipodes de celle de Stephen Harper, mais par exemple, sur la question des valeurs, là, on est allé à fond dans la lutte contre les changements climatiques, mais sans véritablement se détourner de ce, de ce, de ce préjugé pro-Israël qu'avait adopté Stephen Harper, sans jamais véritablement s'en détourner, sans jamais vraiment se réengager sur le plan des opérations de maintien de la paix, sans vraiment se réengager sur le plan du développement international. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par le gouvernement de Stephen Harper qui ont disqualifié le Canada de continents extrêmement importants, notamment et particulièrement l'Afrique, qui est vue par plusieurs comme le prochain Eldorado. Puis le Canada, c'est comme disqualifié du continent africain sous le gouvernement Stephen Harper par l'abolition de l'ACDI, par la volonté de concentrer ses efforts sur un certain nombre de pays. Et donc, ne s'est pas nécessairement fait des amis chez un grand nombre d'autres pays qui n'avaient pas été ciblés par le gouvernement de Stephen Harper. De ce côté-là, Justin Trudeau n'a pas réintroduit l'ACDI, n'a pas vraiment changé le paradigme de la politique étrangère en termes de développement international, alors que des pays comme la Norvège ou l'Irlande faisaient des efforts beaucoup plus importants et qui donc se sont démarqués de façon beaucoup plus positive aux yeux de la communauté internationale quand est venu le temps de voter sous le gouvernement de Stephen Harper une première fois ou sous le gouvernement de Justin Trudeau une deuxième fois pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Et le Canada a subi coup sur coup ces deux rebuffades. Personne n'aurait pu imaginer un truc pareil dans les années 80, puis ça nous arrivait coup sur coup sous un gouvernement conservateur et sous un gouvernement libéral. Mhm.
Merci. Donc, peut-être dernière question pour terminer. Bon, je disais en début d'entrevue, le paradigme de la période de la fin de la guerre froide est en train de se refermer. Il y a un autre monde qui est en train de se dessiner, qui va apparaître qui va prendre forme au cours des prochaines années. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Si je vous posais la question, selon vous, le monde de demain risque de ressembler à quoi? Est-ce qu'on parle d'un monde de nouveaux empires, les deux plus importants étant évidemment la Chine et les États-Unis? Est-ce qu'on se dirige vers la reformation d'un monde bipolaire? Si c'est le cas, qu'est-ce qui va être le ciment de cette opposition-là? Est-ce que ça va être des modèles économiques différents? Est-ce que ça risque d'être des valeurs, une opposition entre les démocraties contre des autocraties ou des dictatures? Euh, Quel est l'avenir des valeurs libérales dans le monde de demain? Parce que ce qu'on est en train de se voir, ce qui est en train de se dessiner, à tout le moins, c'est l'émergence de puissances régionales qui ne sont pas nécessairement animées par des valeurs de la démocratie libérale. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans 10 ans de ça avec un monde libéral qui sera minoritaire par rapport à un monde illibéral avec lequel on risquerait d'être en opposition? Puis si c'est le cas, ça va être quoi la place du Canada? C'est sûr, on ne peut pas savoir à quoi va ressembler la relation avec notre voisin américain dans 3 ans. Ça peut être la même chose avec un nouveau président républicain, ça peut être complètement différent avec un nouveau président démocrate, mais il n'en reste pas moins que dans un monde où il semble s'affirmer la force brute, comme c'est le cas depuis février 2022, ça laisse présager une place très, très, très marginale pour des pays comme le Canada qui n'ont pas ce qu'on appelle en anglais de hard power, comme peuvent l'avoir la Chine, la Russie ou les États-Unis. Vous avez parfaitement raison. C'est difficile de prévoir ce qui va surgir de ce qui est en train de se passer présentement, mais laissons-nous aller quelques instants à tenter de nous aventurer dans le domaine de la futurologie. Euh, D'abord, je pense que nous vivons dans un monde plus dangereux que le monde que nous avons connu ces dernières années. Euh, il est plus dangereux parce qu'il est plus instable et il est plus dangereux parce que, de nouveau, l'usage, le recours à la force semble être un moyen qui est privilégié par certains États pour parvenir à l'atteinte d'objectifs géostratégiques. Et donc, il faut composer avec cette nouvelle réalité. Euh, Vous avez parlé de la possibilité que les démocraties deviennent minoritaires à travers le monde. On réalise trop peu souvent qu'elles sont déjà minoritaires à travers le monde. Les démocraties ne représentent pas une portion importante, ne représentent pas la majorité de l'espèce humaine. Et donc, il y a une grande partie de nos congénères, la majorité d'entre eux, qui vivent sous des régimes qui sont soit carrément dictatoriaux ou à des degrés divers autoritaires. Et il y a une volonté de la part de certaines de ces puissances autoritaires de mettre à bas, euh, de, 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 de lutter contre les démocraties libérales et de lutter contre les démocraties libérales, souvent en usant des moyens euh, qui font la force de ces démocraties libérales, c'est-à-dire la liberté de presse, la liberté de penser, ainsi de suite, et à travers des vecteurs que sont, par exemple, les médias sociaux. Et c'est ce qui nous amène à tout le phénomène de la désinformation. Euh, Lorsque Elon Musk a rendu public les lieux d'origine d'un certain nombre de comptes Twitter ou X, plusieurs ont été surpris de réaliser que les comptes soi-disant patriotiques américains ou français ou britanniques ou allemands n'étaient pas situés, n'étaient pas basés aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Ils étaient basés en Russie, en Extrême-Orient ou en Inde. Et donc,
ça nous amène dans un nouveau paradigme où les démocraties doivent se prémunir contre ces assauts tout en ne se dénaturant pas elles-mêmes, en n'ayant pas le réflexe de limiter la liberté d'expression. Et donc, c'est un peu la quadrature du cercle devant laquelle les démocraties sont confrontées présentement, c'est-à-dire comment, comment ne pas se dénaturer tout en essayant de résister contre des puissances qui utilisent la liberté contre les démocraties. Et c'est, je dirais, un défi de taille qui attend les démocraties. Et tout cela dans un monde qui se fragmente, où le leader du monde libre n'est plus celui qu'on pensait, où la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, pardon, et l'Allemagne n'agissent toujours pas de façon concertée pour faire contrepoids et devenir le nouveau leader du monde libre, c'est-à-dire l'Europe. Donc, l'Europe n'est pas en mesure présentement de jouer ce rôle parce qu'elle est trop morcelée et il y a une volonté de la part de puissances comme la Russie de maintenir ce morcellement. Euh, je pense qu'il est maintenant admis que la Russie a joué un rôle dans la courte majorité qui a qui a mené au Brexit, dans l'élection d'un certain nombre de gouvernements qui se montrent, euh, je dirais, pas hostiles, mais méfiants à l'égard de l'Union européenne, comme en Hongrie, par exemple. Et donc, on se retrouve avec un nouveau phénomène que j'ai défini. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir utilisé ce terme, mais je l'ai employé à quelques reprises dans des interventions à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. On se retrouve devant un nouveau phénomène, ce que j'appelle le phénomène des démocratures, Mhm. c'est-à-dire des démocraties, c'est-à-dire des régimes autoritaires qui se donnent un vernis démocratique, qui donc entretiennent l'illusion d'une certaine démocratie, mais qui deviennent de plus en plus des États autoritaires et qui, par définition, deviennent des alliés objectifs, volontaires ou non, de ces puissances autoritaires qui cherchent à mettre à mal les démocraties libérales. Donc, quel sera le monde qui résultera de ce qui est en train de se passer présentement? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je crains que le monde devienne encore plus dangereux qu'il ne l'est maintenant. Et parce que le défi qui attend les démocraties est un défi de taille. D'abord, elles ne sont pas majoritaires dans le monde et elles sont sous le coup d'une volonté délibérée de les mettre à mal et elles doivent, à travers ça, se repenser. Et le Canada lui-même doit se repenser euh, pour ne pas se dénaturer, mais se prémunir contre ces assauts qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas des assauts de nature militaire, mais qui Forme de sont... guerre hybride, hein? Un peu C'est une l'expression. guerre hybride qui se joue présentement. Alors, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore réalisé, nous sommes en guerre, mais évidemment, c'est difficile de conceptualiser la chose, alors que on a une armée qui, d'aucuns diraient, est encore une armée de pacotille. On cherche évidemment à, la renforcer. Euh, et si on cherche à la renforcer, c'est parce qu'effectivement, il y a un sentiment de menace et qu'il nous faut donc y réagir. Mais la guerre est commencée actuellement. Il y a une guerre qui se joue entre les États autoritaires et les démocraties libérales, mais c'est une guerre qui se joue à un tout autre niveau que sur le plan militaire, à part peut-être sur le territoire de l'Ukraine, bien sûr, actuellement. Cette guerre entre les démocraties et les États autoritaires se joue en Ukraine présentement par les armes, mais elle se joue Dans le monde sur virtuel, dans le principalement. monde virtuel, dans plein de théâtres d'opération, la guerre se joue présentement entre les États autoritaires et les démocraties libérales. Et les démocraties libérales doivent y réagir sans se dénaturer pour ne pas devenir elles-mêmes ce que j'appelle des démocratures. Et donc devenir des alliés objectifs, volontaires ou non, des États autoritaires. C'est pas
c'est pas, ça sera pas de la tarte. Mhm. Ce qui nous attend ne sera pas de la tarte. Mais je pense que nous sommes confrontés à une absolue nécessité de répondre. Et le Canada tente de le faire en augmentant ses dépenses militaires. La plupart des pays européens le font en augmentant leurs dépenses militaires. Mais, par exemple, en Europe, ils le font toujours en rang dispersé. Et en rang dispersé, l'Europe n'est pas une grande puissance. Mhm. L'Europe demeure faible. Et tant que les Européens ne comprendront pas qu'il leur faut agir de façon coordonnée sur le plan politique, économique et militaire, ils vont demeurer dans cette situation où ils peuvent être vulnérables euh, à l'abandon des États-Unis et au coup de boutoir de la Russie Mhm. et de la Chine. Aussi, oui. J'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en ai une autre toute rapide qui, c'est Allez-y, pas allez-y. la dernière. Euh, Est-ce qu'il y a véritablement une réflexion à Ottawa auprès des parlementaires sur la nature des dépenses militaires que le Canada, sur lesquelles le Canada devrait se concentrer pour les guerres du futur? Parce que je pense que ce qu'on a vu en Ukraine depuis presque 4 ans maintenant, c'est un type de guerre qui n'a absolument rien à voir avec les guerres des 30 ou des 30 dernières années. Donc, il y a beaucoup d'équipements qu'on pensait nécessaires d'acheter il y a 20 ans qui sont peut-être plus une nécessité aujourd'hui. J'en discutais avec Justin, puis nous, on se posait la question justement, est-ce que les parlementaires, est-ce que les gens du ministère de la Défense nationale ont débuté, ont enclenché une réflexion sur le type d'armement dans lequel le Canada doit investir pour pas être pris avec une guerre de retard s'il doit effectivement y avoir une guerre conventionnelle qui pourrait éclater au grand jour au cours des prochaines années. C'est très intéressant comme question. Euh, Quand on a vu Donald Trump annoncer la construction de deux cuirassés, tout le monde s'est demandé est-ce que, est-ce que les cuirassés qui sont morts durant la Seconde Guerre mondiale ont un avenir dans ce nouveau monde? Puis on est rendu qu'on ne le sait plus parce qu'on ne sait pas ce que sera la guerre de demain. Personne n'avait vu venir l'importance des drones dans une guerre moderne, puis on voit bien que les drones jouent un rôle déterminant en Ukraine. Euh, la réponse à votre question, je pense, c'est non. Je pense que personne euh, à Ottawa n'est vraiment conscient pour le moment de ce qu'il faut faire pour la suite des choses. Il y a d'abord une prise de conscience de la nécessité d'augmenter les dépenses militaires. Mais on le fait jusqu'à présent par un certain nombre de tours de passe-passe, comme par exemple d'intégrer la garde côtière dans les dépenses de la défense, alors que la garde côtière canadienne, contrairement à la garde côtière américaine ou la garde côtière chinoise, n'est absolument pas en mesure de jouer le moindre rôle militaire que ce soit, sinon sur le plan de l'information, du renseignement, et même encore. Donc, on est plus dans des tours de passe-passe présentement pour augmenter artificiellement les dépenses militaires du Canada, mais il y aura bien sûr des investissements additionnels. Et ce qui est assez unique dans l'histoire récente du Canada, c'est que toutes les formations d'opposition sont d'accord avec l'idée d'augmenter de façon substantielle les dépenses militaires. C'est un consensus dont n'avait pas su bénéficier Justin Trudeau, pardon, euh, parce qu'il existait même sous le gouvernement de Justin Trudeau. Justin Trudeau avait choisi de ne pas augmenter les dépenses militaires. Le gouvernement de Mark Carney a décidé, lui, de prendre acte de cette espèce de consensus et va de l'avant. Mais je ne suis pas sûr qu'on a bien défini pour le moment ce que seraient les besoins, outre le fait d'augmenter ce qui est absolument nécessaire, la rémunération des militaires pour assurer une meilleure rétention, parce qu'on a un problème de recrutement au Canada, puis on a un problème de rétention du personnel militaire au Canada. Donc, en augmentant la rémunération, ça devrait aider à la fois sur le plan du recrutement et de la rétention. Donc, évidemment, ça, ce sont des dépenses réelles qui sont effectuées. Mais au-delà de cela, je pense qu'on est encore en réflexion sur les besoins. Il y a bien sûr des dépenses qui sont déjà engagées, dont on ne sait pas où elles vont finalement aboutir. Par exemple, pour les avions de combat, on a déjà quelques 35. avions de combat F-35
qui sont en cours de livraison. Mais pour le reste, est-ce qu'on va y aller avec les Griffons de la Suède ou les Rafales français? On ne sait pas encore. On parle de sous-marins. Est-ce que le Canada est sérieux dans sa volonté de défendre l'Arctique? Et si il est sérieux dans sa volonté de défendre l'Arctique, est-ce qu'il ira jusqu'à franchir le tabou de l'achat de sous-marins nucléaires? Parce que les sous-marins conventionnels ne sont pas en mesure de faire ce que souhaite faire le Canada pour la défense de l'Arctique. Euh, et petite parenthèse intéressante, même les États-Unis ne reconnaissent pas la souveraineté canadienne sur une grande partie de l'Arctique. Donc, il y a une nécessité parce que les Américains y sont, les Chinois y sont, les Russes y sont, mais nous n'y sommes pas. Et donc, est-ce qu'on va vouloir franchir ce tabou concernant l'achat de sous-marins nucléaires? Donc, je ne suis pas sûr que le Canada a bien saisi. J'imagine que ça travaille fort au quartier général de la Défense nationale présentement pour tenter de bien définir quels seront les besoins pour les guerres du futur. Mais les guerres du futur ne sont pas encore arrivées, donc on n'y connaît pas. Tout ce qu'on peut, le seul référent qu'on ait actuellement, c'est ce qui se passe en Ukraine. Et donc, on va certainement adapter en fonction de ce qui se passe en Ukraine pour la suite des choses. Mais il y a un certain nombre de grandes questions qui se posent. Mais ce dont je suis certain, cependant, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens à Ottawa, comme à Paris, comme à Londres, comme à Washington, comme à Berlin, qui ne réalisent pas encore que nous sommes déjà en guerre. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et il y a encore cette illusion que nous sommes en paix, que tout va bien, que nous sommes dans un environnement paisible, puis que tout ce qui reste à faire, c'est de commercer, puis d'échanger avec le monde, puis que tout va bien aller. Je pense qu'il y a une grande insouciance du côté des démocraties libérales qui, moi, me préoccupe grandement parce que je vous parlais de ce que devront faire les démocraties libérales pour se défendre sans se dénaturer. Mais pour se défendre sans se dénaturer, il faut être conscient du fait qu'on est sous attaque. Et pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde dans les grandes capitales occidentales qui réalisent que la guerre est déjà commencée. Vous parlez comme Churchill dans les années 30, à l'époque où... Je ne voudrais pas me comparer à ce grand personnage, mais je suis absolument convaincu que la guerre est déjà commencée. Mais je suis aussi absolument convaincu, malheureusement, que beaucoup de gens ne l'ont pas encore réalisé. Donc, on est quoi à l'équivalent de l'automne 1938, printemps 1939, à l'aube Je de... ne sais pas. J'espère qu'on est plus loin du début de la réelle guerre, si tant est qu'il y en ait une. Parce que pour le moment, il y a un certain nombre de démocraties qui tombent sans qu'on ait besoin de tirer un coup de feu. Et tout cela se passe sur un terrain d'opération un théâtre d'opération qui est différent de ceux qu'on a connus dans les conflits antérieurs. Ben, écoutez, ben, merci pour votre participation à cette entrevue avec moi. Je pense que c'était très, très, très intéressant. Je pense que les auditeurs ont apprécié également. On les invite à laisser des commentaires sous le vidéo, sous YouTube. Ben, écoutez, monsieur Bergeron, ben, écoutez, je vous remercie. Puis j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on se parle, que vous allez intervenir à notre balado. Ça serait Lorsque, un plaisir de revenir jaser avec vous. lorsque Jocelyn sera de retour de vacances, on pourra organiser une discussion à trois au cours des prochaines Super. semaines, des prochains mois. Écoutez, ben, sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, la semaine prochaine, je serai de retour avec Jocelyn qui nous parlera directement de Pau, en France, là où il passe une partie de l'hiver. Et écoute, ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.